Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 52 de Fin de séance. Aujourd'hui nous sommes le 4 mai, quelques jours à peine avant le second tour des élections présidentielles. Je vous propose d'ailleurs, avant d'aller voter, d'aller voir le film Get Out dont on va parler aujourd'hui. Ça vous donnera peut-être une meilleure idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Aujourd'hui, donc moi-même, Mareski Sugar, je parlais à Arnaud Decaze, Émilie Noblet et Jean-Yves Rabot du film de Jordan Peele Get Out. Time to plug in. Je serai ce mercredi 9 mai. Ce sera le 9 mai ou pas? C'est le moment de sortir mon agenda en fait, c'est ça, Mareski? T'es à ce point préparé pour faire cette intro? Le 10 mai, pardon. Le 10 mai, mercredi 10 mai à 20h au comptoir du rire, au comptoir et à table 65 allée Jean Jaurès pour du stand-up, donc venez me voir. D'ailleurs j'en profite aussi, allez aimer ma page, Reski Sugar sur Facebook, mais surtout aimez la page Fin de séance, d'accord? Et puis abonnez-vous pour avoir directement les nouveaux épisodes qui se téléchargent automatiquement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, si c'est par là que vous écoutez les podcasts. Et puis vraiment, allez sur iTunes, nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles. Ça nous fera plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petits messages, des questions. On en a reçu quelques-unes et peut-être qu'on va faire justement, on essaie d'en emmagasiner 3 ou 4 qui pourraient être intéressantes, du genre quel film vous nous conseillez pour un week-end après s'être fait enlever des dents de sagesse ou des choses comme ça. Ça nous fait marrer. Du coup, voilà, on vous répondra avec précision après en avoir collectionné quelques-unes. Peut-être d'ailleurs dans le numéro prochain. Voilà, j'arrête de vous parler, de vous embêter, et je vous laisse écouter l'épisode. Ce que tu avais envoyé hier, Jean-Yves, dans la petite discussion commune. C'était juste, c'était les premières images du nouveau Dolan avec Kit Harington, c'est tout. C'était une petite news vite fait, quoi. Oui, voilà. En fait, il fallait juste que je me rappelle. Mais après, si tu veux, la vidéo n'est pas du tout un trailer. T'as des images de reportage sur lieu de tournage, et puis c'est entrecoupé d'une interview de Dolan, en fait. J'avais vu, ouais. Et pour le coup, c'est cast full américain. Mais c'est pas très, voilà. Ça dit pas, tu vois juste Kit Harington, c'est tout, quoi. Et y a pas vraiment y a pas grand chose, donc j'aurais rien à dire, juste de dire c'est cool, on a vu les nouvelles images et voilà. Oui, enfin tu viens de le dire pour le coup. Mais ça a l'air quand même d'avoir beaucoup plus de budget que ce qu'il fait d'habitude quand même. Non? Enfin, ne serait-ce que pas parce que les acteurs sont américains, ils doivent coûter plus cher à mon avis, mais voilà, donc là maintenant j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un nouveau truc, c'est que ça devient un petit peu la bagarre pour les stars même américaines d'être dans le Dolan, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça l'idée de ce film-là, quoi, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres stars qui allaient se joindre au casting, mais je sais pas qui, donc voilà. Okay. Mais donc c'est un petit peu on se l'arrache, quoi. C'est un petit peu la nouvelle pépite que tout Hollywood va s'arracher, quoi. Ouais, je pense qu'il va revenir à la langue française ou pas après ça. Et alors du coup, c'est moi la réflexion en tant que militant pour les langues étrangères, de par ma profession, je trouve ça trop classe. Et quand t'es cinéphile et en étant Xavier Dolan, je l'avais jamais entendu parler anglais, je l'avais entendu que parler français. Et il parle un anglais courant parce que t'as ce truc canadien d'être il y a une grosse partie de la communauté canadienne qui est bilingue, parfaite, française et anglaise. Et du coup, je trouvais ça cool comme passeport entre le cinéma français et le cinéma hollywoodien, quoi. C'est-à-dire que le gars va être capable de jumper in et back entre deux belles communautés cinéphiles, quoi. Ouais, c'est-à-dire que je comprends, enfin, il a toute légitimité à faire un film en anglais, forcément, pour un Canadien. Mais la question, c'est, va-t-il revenir en français? Parce que, tu vois, j'espère. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui l'adores, Arnaud? Xavier Dolan. Est-ce qu'il va pas être trop attiré par Hollywood au final, tu vois?
Je sais pas, je vais te dire qu'il a un travail sur la langue française qui est tellement particulier à cette langue-là. Il aime beaucoup mettre en avant le dialecte joual notamment. Donc je pense qu'il va revenir au français quand même. Il avait envie de faire son film américain, mais on verra. Et en plus, et je suis d'autant plus d'accord avec ça qu'à bien des égards, les Québécois, que les Québécois, mais la communauté canadienne est bien plus activiste sur la sauvegarde de la langue française que les nous, Français sur plein d'aspects dans la culture pop et tout ça, quoi. Donc ça, moi, je suis très confiant par rapport à ça. D'accord. Et Émilie, de toute façon, tout sera doublé en italien à Rome. Exactement. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Bien. Y avait simplement, je crois, 2 autres petites bandes annonces parce que je sais qu'il y a beaucoup de buzz autour de ces 2 bandes annonces, donc autant viteuf en parler. Il y a on va commencer par peut-être celle qui a le moins de buzz, The Hitman's Bodyguard, parce que forcément j'avais promis à une des personnes qui faisait partie du groupe fin de séance d'en parler. Un film avec, vous l'aviez pas vu ou pas? Je l'avais mis en lien. Sinon, du coup, on n'en parle pas. Forcément. Avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, simplement un twist sur le fait d'avoir un tueur à gages qui a un garde du corps, et ça semble être vraiment la grosse comédie un petit peu potache. Ce qui est surtout ultra fou, c'est d'avoir Samuel Jackson qui a plus de 70 ans qui fait des films d'action en fait, tu vois, et pas sur une chaise roulante. Hashtag la suite d'Incassable. Mais rien de spécial à dire. Donc, mais je suis le seul à l'avoir vu. Ok, très bien. Ok, génial. Tu es seul dans ça. Ok, non mais c'est bon, j'écrirai plus. Je vous écrirai plus sur Messenger. Personne me lit, tout va bien. Et Tu es seul. c'est parce que c'est les élections, alors on parle beaucoup plus de la responsabilité philosophique de voter ou pas que de ça. Et sinon, bon, ok, on va juste clore sur ça, Dark Tower, parce que ça, c'est par contre, il y a une grande communauté de fans de Stephen King qui attendaient cette adaptation par je ne sais plus qui, mais avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Je sais pas si vous aviez vu les premières images, il faut que je vois tout de suite le réalisateur. Alors, ok, me dites pas que celle-là non plus vous l'aviez pas vue alors que j'ai mis le lien. Si, moi j'ai vu vite fait. Alors après, moi je vais pas pouvoir t'aider parce que j'ai pas lu les comics, quoi, donc je sais pas. C'est des romans. Comment me placer. Il y a eu des romans, je sais romans, voilà. puis comics, ouais. C'est des romans illustrés, c'est quoi en fait? C'est des romans. À la base, c'est des romans de Stephen King. Il y en a 6, je crois, 6 ou 7, non, quelque chose. On a perdu Attends, mais il y a pas des adaptations illustrées. Si, tout à fait. Il y a eu peut-être des adaptations en bande dessinée. Il y a eu romans, puis comics, puis maintenant ça, en fait. Ah voilà. Alors je savais pas qu'il y avait le roman avant le comics. Je suis comme toi. J'avais cru qu'en fait ça a été direct. Enfin, c'est un peu le roman au long cours de Stephen King puisqu'il commence dans les années 80 et je crois que le dernier il sort en 2010 ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'il a suivi toute sa carrière, qui a énormément évolué, où il a mis énormément de choses autobiographiques et qui est un peu la pierre angulaire de l'œuvre de Stephen King, quoi, qui relie un peu tous ces autres romans. Effectivement. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de buzz, parce que c'est une franchise littéraire qui a quand même eu le temps d'accumuler beaucoup de gens, et c'est réalisé par un Danois qui s'appelle Nicolas Arcel. Alors je sais qu'il a, voilà, ce que je vois c'est qu'il a été scénariste de par exemple Royal Affair, tu sais, avec Mads Mikkelsen. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah oui. Et voilà, mais bon, bref, ce sera à voir. Et j'ai vu qu'il a fait aussi les Millennium en série, mais là pour le coup derrière la caméra en tant que réalisateur, je sais pas trop ce que ça va donner. Les images ont l'air plutôt cool, mais forcément c'est un blockbuster, donc si tu veux, on va pas nous donner une bande annonce avec des choses dégueulasses à regarder. Mais voilà. Bon, ok, j'ai compris, je finis les news, c'est bon. J'aurais juste un petit crossover culture à la faire, parce que je vais profiter de la présence d'Émilie qui habite à Rome. Une question pour toi du coup, c'est que j'étais récemment à Rome avec ma femme, et du coup un soir on voulait aller au ciné, et je me suis rendu compte d'un truc que je savais pas, c'est que un petit peu comme en France, c'est pas partout, mais je me suis rendu compte qu'en Italie tous les films sont doublés en fait. On en a parlé la dernière fois avec Émilie. Et je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça, parce que j'entends souvent des discussions, moi en tant que prof de langue
langues de dire que nous les Latins, les Français, les Italiens, les Espagnols, on est nuls. Et il y a un des paramètres sur lequel on rentre compte, c'est oui, mais de toute façon on n'est pas aidé parce qu'au cinéma il y a que des films doublés, donc tu as même pas des endroits où tu. Alors la question c'est est-ce que c'est comme ça parce que les Italiens en général sont pas prêts à regarder des films sous-titrés, un peu comme pourraient l'être les Américains par exemple, ou c'est pour une autre raison? Est-ce que tu pourrais m'éclairer par rapport à ça? Alors, c'est un fait. Pour voir un film en version originale, c'est compliqué. C'est-à-dire que t'as 3 cinémas sur la ville de Rome et ils vont passer des films en VO 2 jours par semaine à certaines horaires. Il y a peu de gens, relativement peu de gens qui vont voir ces films-là. Après, il y a... Donc voilà, en fait, pourquoi pourquoi tout est doublé ils ont l'habitude de ça, mais comme beaucoup d'entre nous, même en France, avaient l'habitude de ça, c'est juste qu'ils sont très très fiers vraiment de leur école de doublage. Moi, c'est le discours que j'ai eu, c'est ça, ils sont très très forts, donc c'est un métier qui perdure en Italie, de doubler des films. Voilà. Ah, c'est intéressant. J'allais dire dis-moi. question subsidiaire, est-ce que du coup les Italiens sont forts en langue étrangère ou pas par rapport aux Français? Est-ce que tu trouves que ça parle mieux anglais en général? Ils sont moins bons que nous. Ah ouais. Non, ils sont Ouais. beaucoup moins Bah bons voilà, que nous. forcément. Ah oui. Ouais, non. Ils sont moins bons en anglais. Bah, après, plein de jeunes parlent un peu anglais, mais... Oui, forcément. C'est une super réponse parce que du coup, toi, quelle est ta réponse si tu veux rentrer dans ce débat? Est-ce que ça se justifie qu'un acteur vocal en fait se substitue au vrai acteur? Dans quelle mesure tu acceptes cette réponse-là? Moi, pour vous dire, le film dont on va parler, je l'ai pas vu en version originale, par erreur de programmation. Et ça m'a attristé beaucoup. Moi, je peux pas, voilà, je perds un pourcentage du film quand le film est pas en version originale. Vraiment. Et voilà. Pardon. Ouais, en fait, tu te prives. Il y a énormément du jeu d'acteur qui passe quand même par la voix quoi, au évidemment. cinéma. Bien sûr, mais on est Puis complètement après, d'accord. t'as les mais traductions, le Et surtout ton. Get Out, t'as dû louper les nuances dialectiques qu'il y a dans le film. Ah bah alors ça, bien sans sûr, aucun bien doute. sûr. Ouais. Le vernaculaire. Il a Comment été dire bon. Ah, c'est chaud là ce qui se passe. On a failli. On a failli. spoiler, Je me suis un peu retenu, tu Ah vois. oui, je t'ai vu te retenir, tu sais, genre. C'est assez horrible parce que pour ceux qui nous entendent, on a quand même parlé longtemps de qu'est-ce qu'on pouvait dire pour spoiler ou pas. Donc bon, bref, on va essayer de passer très vite à la discussion de non-spoiler. Bon, je vais présenter donc ce film Get Out, film de Jordan Peele, sorti en France en tout cas le 3 mai 2007 avec Daniel Kaluuya, Alison Williams, Catherine Keener entre autres. Le synopsis Allociné. Couple mixte, virgule, Chris et sa belle petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille. Missy et Dean lors d'un week-end sur leur domaine dans le nord de l'État. Chris commence par penser que l'atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d'incidents de plus en plus inquiétants va avoir lieu. Petit clip. Monsieur, permis de conduire, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Ouais, j'ai ma carte d'identité. Vous faites quoi là? C'est pas lui qui était au volant? J'ai pas demandé qui conduisait, je procède juste à un contrôle d'identité. Et pourquoi ce contrôle? Ça a pas de sens. Tenez. Pas d'accord, range-moi ça, tu vas pas présenter ta carte alors que t'as rien fait de mal. Non, mon amour, c'est bon, vas-y, laisse tomber. À chaque fois que se produit un incident, on a parfaitement le droit de contrôler C'est les juste papiers. n'importe quoi. Madame, Tout va bien, Ryan? Ouais, c'est bon. Réparez votre phare et le rétroviseur. On vous remercie, monsieur l'agent. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film Get Out ? Alors moi j'ai passé un moment exceptionnel, j'ai adoré ce film, c'est un énorme coup de cœur, c'est je pense moi je vais me calmer sur parce que j'ai tendance à m'emballer sur tout, mais je pense pas exagérer en disant que je sais qu'il sera dans mon top 10 2017. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai passé un super moment parce que c'est un film qui marche sur plusieurs niveaux. J'y vais comme sur l'affiche, moi j'y vais pour voir un film de genre, un film d'horreur. Ça marche.
ça marche sur autre chose, on en parlera. Tu peux prendre plusieurs angles d'approche et c'est ça qui fait la richesse du truc et c'est ça qui fait que moi j'ai adoré. J'ai adoré participer à l'effet forain de la salle, effet qui était le même pour moi que pour The Conjuring 2, mais la différence c'est que The Conjuring 2 c'était vraiment pas terrible et là c'est génial et du coup on reparlera de cet effet forain en décalage qui est génial. Je suis terrifié par ce film à tous ses niveaux. Je passe un super moment, donc je me régale, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, exceptionnel. Émilie, un petit mot sur Get Out, que tu as vu du coup il y a pas très longtemps ou il est sorti avant en Italie peut-être, je sais pas. Ah non, je l'ai vu tout à l'heure. À Paris. Ah pardon, du coup j'ai cru que tu l'avais vu en italien du coup. Et non, quand tu disais, d'accord. Je l'ai vu en version française. D'accord. Voilà, doublé en français, d'accord. Ce qui était une immense déception, mais c'était ainsi. Alors, moi vraiment j'ai été prise par le film. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve le jeu d'acteur absolument incroyable. Je pense que c'est un thème, on y reviendra, difficile à aborder. Je vois comment il peut être critiqué de plein de manières, mais effectivement c'est un film qui mélange un peu les genres, qui m'a fait sursauter, qui m'a fait sourire, alors moins que si je l'avais vu en anglais, n'est-ce pas, je pense, mais c'est un ensemble, je sais pas, la musique, l'image, le jeu, tout ça fait que, bien que je l'ai vu en français et que j'aime pas ça, j'ai été complètement immergée dans le film, et donc je recommande vivement d'aller passer ce super moment au cinéma, voilà. Arnaud. Si je dois rajouter quelque chose sans spoiler, ce qui va être extrêmement difficile, c'est ça m'a fait à peu près le même effet que l'année dernière quand on est allé voir The Witch de Robert Eggers, dans le sens où c'est la découverte, c'est un premier film aussi. Ah ouais. Et dans un premier film, en fait, je découvre une maîtrise des outils cinématographiques que je trouve assez génial, parce que on en reparlera. Le scénario, je le trouve béton, mais au-delà de ça, la maîtrise du rythme dramatique pour créer une tension est juste parfait, quoi, dans le film. C'est un film qui suit à la lettre tous les éléments du code. Mais vraiment. Mais qui arrive quand même à développer un discours extrêmement personnel, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que lorsqu'on a commencé ce podcast l'année dernière, au début, on déplorait de plus voir de bons auteurs de cinéma d'horreur, et je le répète encore une fois, mais depuis un an, c'est la déferlante, quoi. C'est ahurissant. J'ai l'impression de voir plein de jeunes auteurs qui ont envie de faire quelque chose du genre, et qui disent quelque chose du monde à travers ça. Et ce film, je trouve que parmi tous ces films-là, j'ai trouvé que c'était le haut du panier de ça. Donc, gros enthousiasme, et je recommande absolument. Que dire de plus? Je pense que vous avez tout dit. J'ai également beaucoup aimé ce film. Comme tu disais, les codes du film de thriller horror sont absolument respectés. Et alors, c'est très drôle parce que j'en avais plusieurs fois parlé de Jordan Peele, qui donc fait partie d'un duo comique aux États-Unis, et qui faisait de nombreux petits sketchs pour leur émission, où effectivement ils adoraient faire ce genre de choses et parodier au final ce qui compte pour eux et ce qu'ils aiment dans le cinéma, c'est-à-dire les films d'action ou les films d'horreur. Et en fait, on voit bien, c'est comme une imitation de quelqu'un qui une imitation orale d'une personnalité ou de quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'en fait il a compris totalement quels étaient les codes d'un film d'horreur, et il a su les utiliser parfaitement, et pas trop pour que ça fasse justement une parodie, c'est-à-dire que là il a été vraiment très droit, et pour raconter son propos qui est quand même assez génial. Et comme tu disais aussi Jean-Yves, c'est-à-dire qu'en fait et moi je le dis d'avance, je vais aller le revoir, peut-être même le revoir ce film, c'est sûr, parce que non pas parce qu'il y a des choses, enfin peut-être aussi parce qu'il y a des choses à revoir quand on l'a vu jusqu'à la fin, mais ne serait-ce que parce que tu peux vraiment prendre plusieurs angles de points de vue en fait dans ce film. Et aussi parce que c'est pile ce qu'il voulait faire, justement, pouvoir te faire un film où on te donne le regard de quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais pas aller dans le spoiler, je vais dire juste que c'est aussi un peu de la méta-narration, parce que d'un point de vue général, dans un film d'horreur,
on a toujours le noir qui meurt au début. et du coup, le faire que le héros, l'un des protagonistes effectivement, soit noir, et c'est très intelligent et c'est très bien. Et pour réconforter Émilie sur sa déception de l'avoir vu en VF, je crois que ce sera encore mieux la deuxième fois en VO. Voilà. Ouais. C'est clair. J'aimerais effectivement qu'on puisse directement enchaîner sur le spoiler. Est-ce que vous avez peut-être autre chose d'ailleurs, Daniel Kaluuya, je sais que tu as adoré l'épisode de Black Mirror, Jean-Yves, avec Ex Doctor. C'est mon épisode préféré de Black Mirror. Ouais, il vient de Skins, non, je crois. Arnaud, toi qui es fan de Skins. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. On m'a dit, ouais. Ouais. C'est fou. Il avait joué, je sais plus quelle génération c'était, la 2 ou 3e, je crois, je sais plus. Peut-être la 3e saison, parce que je crois que c'était la saison après Dev Patel, non? Un truc comme ça. C'est fou. Du coup, la 2e génération. Il est anglais, il est anglais, l'acteur. Ouais, tout à fait. Il est anglais, ouais. Ouais. Et c'est assez intéressant de voir comme cette série en fait est un peu le réservoir de tous les acteurs qu'on voit maintenant avoir un premier rôle tout simplement au cinéma à Hollywood maintenant. Mais d'ailleurs au-delà de ces, ce qui est ahurissant, c'est que j'ai l'impression que même tous les rôles les plus mineurs dans ce film, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail d'acteur. On va y revenir, mais les rôles principaux, c'est pas les seuls en fait à sortir du lot. Il y a certains personnages qui vont avoir une scène, 2 scènes, et qui vont laisser un impact. Notamment Bradley Whitford, qui est le père, le beau-père. Ouais, excellent. Et d'ailleurs, en fait, effectivement, ils sont tous étoffés et tu sens que chacun a été quand même très impliqué dedans. Ce film, il a coûté il faut le savoir, parce que je l'avais dit la dernière fois, je crois qu'il a pété un peu le record de Blair Witch dans le sens où en fait, il a coûté que 5 millions de dollars. C'est vraiment rien, normalement. C'est presque un huis clos, de toute façon. En plus. Même si pour le coup, voilà. tout a été très bien utilisé parce que on a quand même des seconds rôles, par exemple Bradley Whitford ou d'autres personnes qui sont quand même connus. Il y a Alison Williams qui joue dans Girls, qui a quand même le vent en poupe aussi. Donc il y a des gens que tu reconnais. C'est-à-dire que même si tu connais pas leur nom, tu sais que voilà, ils sont quand même un peu bankable entre guillemets en tant que second rôle. Ça ramène quand même une qualité. Et là, il en est à 200 millions, je crois, encore domestique. Donc je sais même pas Forcément, il est sorti hier, donc après on verra pour l'étranger. Mais c'est quand même assez. C'est la preuve que quand même il y a un attrait. Enfin, non pas que l'argent fasse tout, puisque Fast and Furious vient de dépasser le $1 milliard, mais ça compte aussi. Je vais prendre vos miams sur 5, je pense, et comme ça, ensuite on va se balader. Et on passe au spoiler, ouais. Dites-moi. On va faire la même Jean-Yves, puis Émilie, puis Arnaud. Je vais complètement assumer un surenthousiasme et lui donner la note de 4,5 sur 5. Très bien. Alors moi je vais contrebalancer un tout petit peu, mais quand même c'est très bien, je vais mettre 3,9. Ouh, c'est précis. Elle a une grille très précise. Et moi, attention, allez, on y va, je donne le 2e 4 de cette année. Moi, je vais mettre 4 miams, sachant qu'il est actuellement en commission pour un 4,5 et que non mais vraiment j'y ai pensé, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vais le revoir, et c'est-à-dire que je vais le revoir et il y a moyen que je mette un 4,5 après parce que il faut se dire aussi qu'effectivement il y a une hype. Et ce que tu me disais d'ailleurs Jean-Yves hier en message, c'est-à-dire qu'il survit à la hype quand même. C'est-à-dire que quoi qu'on t'en dise au début, on te le gonfle un peu, tu fais genre bon, je vais essayer de me calmer avant de voir le film. Et mais quand même voilà, il n'a pas du tout souffert. C'est un vrai débat c'est un vrai débat, c'est d'être déçu par rapport à l'attente. Et il y a eu moi je me suis dit j'attends ce film. On m'en parle beaucoup, tout le monde en fait déjà des caisses, je me dis, oh là là, est-ce que ça va, tu vois ce que je veux dire ? Et ça a complètement survécu à ça, à tous les égards, quoi. C'est important, ça. Est-ce que ça compte pour toi, par exemple, Émilie, l'abord psychologique que tu as avant de voir un film ? Est-ce que de te dire, au-delà de j'aime ce réalisateur ou pas, de te dire, on m'en a dit tellement de bien, ou par exemple, quelqu'un que tu connais t'en a dit du bien Oui, ça peut, et c'est pour ça que je me tiens à l'écart de tout ce genre de discussion et que je suis pas du tout curieuse en fait de savoir des trucs avant d'avoir vu un film. Et là, pour vous dire, Get Out, je savais pas ce que c'était, je savais pas du tout quel genre de film et tout. Arnaud m'a dit on va voir Get Out,
Et ce matin, j'ai demandé une place pour un film, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, on était 3 dans la salle et j'étais quand même hyper emballée alors que voilà, on entend dire qu'il y a pas mal de séances qui sont assez folles sur ce film. Bon, nous on était 3, on était calmes, mais ça a fonctionné quoi. Donc, au passage, ça doit être incroyable de voir ce film sans savoir absolument de quoi ça parle et d'avoir rien su de. Enfin, tu vois, c'est ça. Non, rien. En fait, depuis que je suis en Italie, je vis à l'abri de tout spoil. Ça n'arrive pas jusqu'à chez moi. Voilà. Il y a des remparts de vignes et des trucs comme ça qui empêchent le spoil d'arriver. Ça filtre. C'est pas mal et c'est vrai que pour le coup ça compte. Moi-même je m'étais un peu protégé ce film, j'avais en voyant juste un teaser, pas le full trailer je crois, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a cette fameuse tendance dont on parle tout le temps d'avoir des bandes annonces qui te racontent le film. Heureusement là c'est pas totalement le cas, même si tu as une petite impression de ce qui va se passer. Enfin, pas vraiment d'ailleurs, parce que mais voilà, ça reste quand même. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était vraiment Interstellar, d'avoir eu autant de hype pour un film et quand même que ça survive à ça. Donc c'est à noter. Mais il faut en parler à la partie. Moi, quand j'ai vu juste l'affiche, en voyant juste l'affiche, je me suis dit ça raconte un truc sur une prison aux États-Unis, je sais pas, ou un truc hyper violent, et je me racontais ça. Juste avec l'affiche. Ben Get Out en plus, ouais. Et Get Out, bah oui, tu vois, il me semblait que c'était des barbelés, noir et blanc, le regard. Ouais, voilà. Comment font-ils d'ailleurs, je l'ai pas regardé, j'irai voir, mais comment font-ils pour faire un trailer de 2 minutes sans spoiler le film d'ailleurs? Je serais bien curieux d'aller voir. J'ai pas vu ça le doit trailer. Être incroyable, je vais le voir direct après. Enfin voilà. Faudra le voir. Après, là, tu sais, enfin, sans rentrer trop dans le spoiler, tu t'es dit que c'était une prison, mais il y a la métaphore aussi dessus. Donc voilà. Oui. Bon alors, passons au spoiler. Voilà, qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce qu'on a... Voilà, on y va. Arrêtez d'écouter si vous l'avez pas vu. Spoiler ce film. alerte. Oui, parce que là, on va spoiler comme des porcs. C'est très violent, on va le redire, c'est très violent de se faire spoiler, donc partez maintenant. Ouais, c'est le disclaimer. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Arnaud, voilà, en te détendant, tu peux raconter de ce qui se passe dans l'histoire. Non, mais en fait c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un film assez surprenant parce que si on raconte l'histoire telle qu'elle se déroule, je pense qu'on pourrait croire à un épisode un peu de la 4e dimension ou de quelque chose comme ça. Ça fait très ou Black Mirror d'ailleurs, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est raconté. C'est-à-dire que l'histoire est révélée petit à petit. Il y a quelques jalons qui vont faire qu'on va découvrir l'histoire peu à peu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que d'abord, on a vraiment l'impression d'être en présence d'un film d'horreur de base, en fait. C'est-à-dire, on commence par un plan séquence d'une scène d'enlèvement où quelqu'un marche dans une petite rue sombre d'une banlieue américaine et va se faire enlever. Mais ce qu'il est intéressant de noter, en fait, c'est que dès le début, il n'y a pas une inversion des codes, mais par contre, il y a une inversion des gens qui habituellement prennent ces rôles-là. C'est-à-dire que... et je sais pas si j'en ai déjà vu à ce point-là. Tu vas me dire si je me trompe, par je pense peut-être pas à un film là, mais d'avoir un vrai film d'horreur afro-américain, en fait, qui me parle de ce point de vue-là et qui me parle de cette expérience. C'est-à-dire que généralement, quand on va avoir un film et qu'on veut amener cette impression d'horreur, ça va être plutôt un personnage blanc qui va dans une ruelle d'un quartier malfamé. Voilà. Et là, c'est l'inverse. C'est un personnage noir qui va dans un quartier huppé et qui va se faire enlever. Cette inversion, elle va avoir lieu à tous les niveaux plus tard. C'est-à-dire que plutôt que de se dire c'est les lieux malfamés qui sont terrifiants, pour Jordan Peele, il va dire et si ce qui était terrifiant, c'était la banlieue tranquille américaine, tu vois, la famille blanche américaine. Et pour répondre à ta question, en fait, non, on n'en a pas vu. Et justement, pourquoi ? Parce que au-delà de la simple inversion par rapport au fait d'avoir un protagoniste blanc, la facilité, ça aurait été d'avoir un protagoniste noir et de l'amener dans une petite ville du Mississippi avec des consanguins à base de wrong turn et des rednecks, tu vois. Et là, l'intelligence et la viande de ce film, c'est en fait de se dire non, parce qu'on va mettre ce personnage chez des gens qui sont libéraux. Enfin, libéraux en anglais, c'est genre de gauche, tu vois.
Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont les gens de ton camp. C'est les gars qui vont te dire non mais j'aurais voté pour Obama 3 fois. C'est le thème qui est le plus violent du film d'ailleurs. C'est le thème qui est le plus violent du film. C'est ce qui s'appelle aux États-Unis le racisme libéral en fait. C'est j'ai voté pour Obama. C'est-à-dire c'est un truc c'est ta carte sortie de prison en fait pour quand tu parles. Et d'ailleurs c'est ça en fait. Et moi ce que j'ai aimé c'est que la violence du film. Elle est pas là où tu l'attends et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que tu le prends comme le film d'horreur classique, ça marche, mais et malgré le fait qu'il y a un truc graphique qui est déjà très fort à assumer avec ce truc du neurochirurgien, de casser des trucs et tout, c'est pas ça qui est le plus violent. Le plus violent, c'est ça, c'est le jeu dans le racisme en fait, c'est ça qui est la violence. C'est le malaise. C'est le malaise. Et d'ailleurs. Juste rapidement, parce que j'écoutais un podcast avec Alison Williams, donc celle qui joue la petite amie de Chris dans le film, et elle parlait de Jordan Peele et comment ça s'est créé. Et justement, Jordan Peele a commencé à écrire ce film après, je crois, le second terme après la seconde élection d'Obama, où en gros, il y avait pas mal de gens qui adoptaient l'attitude du bon, on a un président noir. On a un président noir. La bonacité de. C'est pour montrer l'efficacité du chasseur, en fait, tu vois. Et en gros, de tous ces gens qui disaient les gars, c'est bon, on a un président noir, donc il y a plus de racisme. Tellement, tu vois, c'est bon, on a voté pour lui une seconde fois. Et justement, c'était cette attitude-là qui a un peu motivé. Et du coup, on comprend pourquoi et comment il a mis en place tout ça, et je trouve que c'est extrêmement intelligent parce que ce qui compte le plus dans c'est de enfin on peut jamais atteindre une empathie parfaite en fait pour quelqu'un, mais et spécialement pour quelqu'un, bon, nous il faut qu'on vous le dise, hein, vous n'entendez que nos voix, mais malheureusement aucun de nous n'est noir, hein, autour de voilà, mais du coup on peut jamais vraiment savoir ce que c'est d'être vraiment une minorité si visible que ça dans des rues qui sont entièrement, par exemple, peuplées de blancs. Et je trouve qu'il y a le fait d'approcher au moins ça dans ce film et de se sentir effectivement que tu es en sous-nombre, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'il le fait vraiment avec efficacité et quand même finesse. C'est pour ça que je te posais la question hier. Moi, je suis très curieux de savoir comment tu vis ce film si jamais tu souffres du racisme quotidiennement, en fait. Si pour toi c'est un traumatisme, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je me pose la question. Tu vas voir ce film, tu souffres du racisme, c'est une souffrance pour toi quotidiennement, t'as du mal à... Alors effectivement, tu me disais oui, le personnage principal arrive à avoir ce détachement, notamment quand il est cool avec le flic, qui rentre pas dans son jeu, qui monte ses papiers, il y a pas de problème, je vois où tu veux en venir. Mais comment tu fais si t'arrives pas à avoir ce détachement-là et que tu vois ce film et que c'est une souffrance ? C'est pour ça que je te posais... Alors, juste pour expliquer l'élément auquel tu fais référence, c'est au début du film, en fait, Alison Williams et Daniel Kaluuya, Chris, se font arrêter par une voiture de police, et le policier demande les papiers de Chris parce qu'il est noir, grosso modo. Et lui, il veut les lui donner, mais Alison Williams dit au flic que c'est pas des choses à faire, que c'est pas parce qu'il est noir qu'il faut le... Et grosso modo il fait ça, et pendant ce temps il y a Chris, lui, qui est un peu gêné et qui dit non mais ça ne me pose pas de problème. Et en fait ça montre aussi quelque chose, c'est-à-dire que la seule qui a le loisir de pouvoir dire quelque chose, c'est elle, parce qu'elle est blanche. C'est-à-dire lui qui est noir, on imagine qu'il a déjà vécu ça et qu'il sait très bien que ça sert à rien d'envenimer les choses, quoi. Relecture de cette de cette scène vis-à-vis du film. Elle voulait pas qu'il ait lu sa carte d'identité, comme ça, quand il sera noté comme disparu, le flic pourra pas savoir qu'il est passé par là. Et ça, c'est ouf, tu vois. Tout à fait. Oui. Et il y a autre chose. On y reviendra quand on parlera à la fin du film, mais ça, il y a quelque chose de très très intelligent à la fin vis-à-vis de cette intervention des policiers aussi. Je vais peut-être en parler là. Est-ce que c'est du spoil du coup quand tu le vois une deuxième fois, d'éclater de rire quand tu revois cette scène? Ah oui. En fait, ce qui se passe à la fin du film et que je trouve assez intelligent, parce que le scénario est très bien construit, il reprend un peu tous les éléments qu'il a mis en place, et à la fin du film, quand il arrive à s'échapper enfin de cette banlieue de fous, on va dire, quoi.
il a réussi à éliminer certains qui lui couraient après. Et alors qu'il est sur le point de s'échapper, il y a une voiture de flic qui arrive. Et là, on se rappelle de ce flic raciste. Et tout d'un coup, quand cette voiture arrive, on se dit putain, c'est la fin. Et on a toutes ces images, en plus, comme tu disais, de Black Lives Matter. Tu vois, des noirs qui se font tuer aux États-Unis par les flics. Et il est dans une position qui fait que, en plus, il y a une blanche allongée à côté de lui. Et on se dit, c'est terminé. Et là, il nous refait une dernière surprise en nous montrant que celui qui sort, c'est son ami qui bosse, en fait, pour la sécurité des aéroports et qui est venu le rechercher. Il y a un petit retournement assez rigolo à ce moment-là. Il y a un soulagement qui arrive par ça. En parlant... Émilie, peut-être? Non, c'est super. Vas-y. Non, vas-y, Émilie. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est super. Qu'est-ce qui me vient? Non, je sais pas. Sur peut-être Émilie a un petit mot à dire sur la. Parce que moi, je trouve que c'est un film pédagogue en fait. Et c'est pour ça, pour répondre un peu à la question que tu posais, Jean-Yves, de quelqu'un qui le vit tous les jours. Enfin, c'est difficile de prendre la voix d'une telle personne, mais moi, je dirais que peut-être d'un côté, si elle est optimiste, elle va dire enfin. Quelqu'un va présenter aussi, tu sais, les petits faux pas à la base de Chris, t'aimes le golf parce que moi je connais Tiger Woods, tu sais, genre tu sais un peu genre ah ouais Areski, tu viens d'Algérie, j'adore le couscous, tu vois, et genre what's the tu vois, quelle est la corrélation, mais ça fait partie de ça, et je trouve que c'est assez c'est souligné en fait, et même pour le gars qui ne, par exemple, je me mets à la place d'un gars peut-être enfin, c'est pas vraiment, on va dire, du pur racisme, mais pour ces mini faux pas, quelqu'un qui serait capable de le faire, il va être dans une salle de cinéma où des gens vont rigoler à cette blague, et il va se demander pourquoi. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui se passe, tu vois. Et oui, puis il y a complètement une lecture guidée aussi par le personnage de Rose, la fille, pendant toute la première partie du film, quoi. Elle ose. Voilà, elle porte clairement le regard du réalisateur là-dessus, jusqu'à ce que tout se retourne, évidemment. Mais il y a un truc très beau et que je crois vraiment pas avoir vu sur cette chose dont on parlait, de l'habitude qu'ils ont, de l'habitude de savoir qu'il faut prévoir, de dire aux parents de sa petite amie qu'on est noir. Voilà, ça c'est assez effrayant, effectivement. Ouais. Mais pour rebondir à ce que tu disais quand tu faisais référence à son pote qui bosse à la sécurité des aéroports, c'est un des éléments qui fait que moi j'adore ce film, c'est la facilité aussi à changer de registre, où moi j'ai pris des fous rires en fait, il y a des blagues, il y a genre le gars qui rentre dans la voiture et qui lui dit « Je t'avais dit de pas y aller, perso je t'avais dit d'aller dans cette maison », tu vois. Et il y a des moments de cette blague est osée. Il y a aussi la blague de hey, et c'est ce qui fait qu'on accepte le film, parce que j'en profite, il y a un moment que j'adore dans le film aussi. Bon, il va falloir résumer enfin l'histoire véritable. En fait, ce qui se passe dans cette communauté, c'est que ils hypnotisent des noirs pour leur greffer des cerveaux de blancs pour en faire Non mais c'est ce qui se passe, je suis désolé. Alors, ils greffent des cerveaux de blancs pour les transformer en fait en serviteurs dociles et pour pouvoir continuer à vivre à travers leur corps. Et en fait, il y a son ami de la sécurité des aéroports qui s'en rend compte et qui va chez les flics pour leur dire ce qui se passe. Et il leur dit, il y a mon ami Chris qui a disparu depuis 2 jours et je pense qu'en fait, il y a sa belle famille qui l'a transformé en esclave sexuel dans la banlieue. Et en fait, il dit ça et à ce moment-là, il y a la flic qui ne dit rien, et puis qui amène 2 de ses collègues qui lui demandent de répéter ce qu'ils viennent de dire. Et là, il y a un gros fou rire dans le commissariat pour montrer que c'est ridicule. Et j'adore la manière dont il circule comme ça dans les genres pour montrer vraiment que en fait ce qu'il veut faire, c'est surtout s'amuser avec une espèce de métaphore, s'amuser avec les codes du genre, parce que ce qui est super intéressant ici aussi, parce que c'est quelque chose auquel je crois, j'ai l'impression que dans la fiction, dans notre manière de raconter les histoires, le monstre a un statut extrêmement particulier. C'est-à-dire que selon les époques, le monstre est toujours l'incarnation, que l'auteur le veuille ou non, de quelque chose qu'il y a dans la société. Le mal de l'époque. Le mal de l'époque. Et le film d'horreur au XXe siècle a énormément contribué à ça. Et notamment les clichés dont on parlait, c'est-à-dire les ruelles sombres où peut-être un noir va t'attaquer, tu vois, les choses comme ça. Et ici, il se réapproprie ça pour essayer vraiment de parler de ce que c'est qu'être un noir aux États-Unis aujourd'hui. Et il le fait à travers ça. Et ce que j'adore, c'est que il montre aussi qu'il y a quelque chose de
un peu ridicule à vouloir faire passer ça dans le film d'horreur. Il l'avoue aussi, et derrière, à travers ce discours-là, je trouve que c'est aussi un très beau film sur ça, sur le pouvoir du cinéma, sur ce qu'on peut dire. Et si on imaginait que on mettait toutes nos frustrations ici, qu'on s'en servait comme catharsis pour essayer d'exprimer quelque chose. Et il le fait de manière extrêmement consciente. Je pense vraiment que c'est un film très pensé, quoi, très intelligent, très raffiné, parce que il fait notamment référence, c'est-à-dire, bon, tu l'as dit, ça se passe dans l'État de New York, mais il ramène tout un imaginaire du sud des États-Unis. Cette maison avec les employés noirs, ça fait penser à des plantations. Et puis il y a cette mise aux enchères du noir, tu vois, qui fait penser vraiment à l'esclavage. Et il ramène tout cet imaginaire, tout ce truc de la culture comme ça qui vient irriguer le film de manière très intelligente, je trouve. Et tourné dans l'Alabama au passage, hein, j'ai vu dans les ah ouais, d'accord. Donc déjà c'est voilà, donc c'est quand même un endroit où cette ambiance-là est un truc qui pourrit le quotidien de plein de gens encore. Hein. C'est terrible, mais du coup. Après, il y a des réductions d'impôts pour tourner là-bas, hein, je crois. C'est vrai. Là-bas, en Géorgie. Mais c'est ça, et du coup, de la même façon que ça rebondit sur les registres, moi je voulais revenir au côté forain de la salle, et hier, c'est ça, c'est-à-dire que il y a eu un petit peu aussi ce truc Fast and Furious, où là, Fast and Furious c'est pourri, mais il y a quand même ce truc tu vois dans la salle que tout le monde n'est pas là pour la même raison, en fait. Et c'est ça qui est cool aussi. Et dans le film, t'as vraiment des rires à décaler au possible. Et même si t'ajoutes à ça le décalage du gars qui a déjà vu le film et qui se marre parce qu'il sait la vérité, c'est n'importe quoi. Ça rit tout le temps, en fait, tu vois, donc ça... donc du coup, ça te déstabilise complètement par rapport à ta façon d'aborder, mais pourquoi il rigole, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. C'est chaud, quoi. Mais en fait, c'est ce que j'adore, c'est que c'est un vrai film populaire, quoi. C'est-à-dire, c'est un film qui prouve enfin, tu vois, à Hollywood, et on en a vu assez peu ces derniers temps, qu'on peut faire un vrai film populaire, mais quand même faire quelque chose de sérieux et avoir une ambition de raconter quelque chose. C'est ça qui m'a vraiment plu. Et ça, j'y ai réfléchi, et c'est super important. Pourquoi c'est populaire ? Parce que voilà, encore une fois, c'est un film d'horreur où clairement la fin, mettre des cerveaux de gens dans d'autres gens, c'est over the top, tu vois. Et clairement, et franchement, si tu réfléchis, ils auraient très bien pu s'arrêter et à dire non, en fait, c'est juste de l'hypnose et on les rend esclaves. Parce que le film, si tu enlèves le truc, ça peut être juste ça. Mais, et moi, ce que je crois, bon, encore une fois, le mec vient du comique, etc. Et c'est ce qui permet aussi de vendre le film encore mieux, c'est qu'en fait, il embrasse ce qu'il aime dans l'horreur, quoi. Il dit non! Ils prennent les cerveaux des gens et ils vivent c'est comme ça, et on s'en bat les couilles et on y va. Mais c'est aussi au-delà du populaire, c'est pour créer le monstre aussi. Il veut le monstre, il veut qu'il y ait le monstre, tu vois, dans le. Et du coup, ça se prend pas au sérieux et du coup, tu acceptes encore plus. Imagine le même film mais fait un peu trop sérieusement, un peu trop qui se regarde, etc. Quelque part, ce serait un film réussi aussi, tu vois, mais peut-être trop lourd et au final, on en parlerait moins. Et le truc, c'est que je pense que là, le mec s'est fait plaisir et ça se voit et c'est parfait, genre équilibre parfait, tu vois. Plat réussi. Ah ouais, c'est vrai. J'aimerais peut-être parler de quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film et malheureusement certes. Emily a dû passer à côté parce que c'est dans le langage et c'est tout ce que le film dit en fait sur le langage. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Chris a un accent noir américain. Dans sa manière de parler, dans sa manière de s'exprimer, c'est comme ça. Et il y a une séquence vers le milieu du film où en fait il y a une réception avec des amis des parents et au milieu de tout le monde, il repère quelqu'un qui est noir. Et il va le saluer parce qu'il a l'impression d'avoir un soutien un petit peu dans cette société gandée. Et le type se retourne et il s'exprime comme un bourgeois blanc wasp américain en fait. Avec cet accent-là et cette manière de faire. Et en fait, on découvrira petit à petit tout au long du film que tous les serviteurs noirs, quoi, ont cet accent blanc américain et ils s'expriment de cette manière. Et il met les deux en opposition. Et c'est assez malin de faire ça, et je trouve que ça a un écho avec ce qu'on vit en France aussi en ce moment. C'est grosso modo ce que Jordan Peele dit à travers ça, c'est que les blancs, on peut accepter les noirs, mais tant qu'ils se comportent comme les blancs, en fait. Et c'est super intéressant de voir ça, parce que c'est vrai que c'est un discours qui est énormément présent. Les habits aussi.
Ouais, et les habits, la manière, enfin tout, Ouais. la culture, et c'est ce truc dont on a énormément parlé durant les élections présidentielles en France, tu sais, il faut absolument que les migrants s'assimilent, c'est-à-dire on peut accepter que vous soyez différents de nous à l'extérieur, mais il faut que par contre vous preniez tout absolument comme nous. Et ce film, c'est la fausse acceptation de la culture de l'autre. la fausse acceptation de la culture de l'autre. Genre exactement. non, mais on dit oui à ta couleur de peau, mais juste ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois exactement le même, mais plus bronzé, mais pas quelqu'un qui peut penser autrement. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu dis et je vais mettre mes grosses pattes de prof d'anglais dans cette discussion et je suis un poil en désaccord avec toi dans le sens où je rejoins l'utilité de ça, mais pour moi je le prends dans l'autre sens parce que pour moi le truc de quand tu étudies l'accent afro-américain, African American accent, c'est aussi s'il se construit comme ça et qu'il est différent, c'est parce que c'est aussi une volonté de se construire une identité c'est-à-dire de se construire une identité parce que tu n'acceptes pas l'accent, parce que si tu l'acceptes, ça veut dire que c'est une forme de soumission en fait, tu vois. Donc la volonté et donc du coup de pas se conformer avec cet accent, c'est ça qui construit la différence et c'est ça qui fait que quand tu as cette connaissance-là et que tu regardes le film pour la première fois, et je pense qu'un public américain le sait, la première fois où lui parle à un gars qui est, je crois que c'est Georgina, je pense, non? Il me semble, et c'est en fait c'est censé évoquer un truc ultra étrange en fait, c'est-à-dire que la première fois que tu l'entends parler, c'est déjà censé dégager un sentiment de ultra étrange en toi. Pourquoi elle parle comme ça? C'est censé vraiment te appeler un truc bizarre. Et je vais rebondir sur, il y a encore d'autres subtilités par rapport à ça, et je vais parler de trucs ultra violents. Et je suis obligé d'aller dans la violence parce que ça parle de la violence du film. Un truc qui est ultra violent, c'est que la première fois que donc c'est Chris le personnage dans le film, je sais pas, c'est ça. La première fois que Chris va chez ses beaux-parents, Washington. un des premiers trucs que lui dit son beau-père, c'est that a boy. Il lui dit, pour dire t'es un bon gars, il lui dit that a boy. Et en fait, c'est d'une violence extrême dans un premier temps parce que si moi je suis blanc, je vais à Los Angeles, je me balade et je vois un noir américain dans la rue, je lui dis hey boy, il me met un poing dans la gueule direct. Pourquoi? Parce que c'est une insulte raciste, parce que c'était un truc qui était utilisé au temps de l'esclavage, où les propriétaires sur les plantations blancs appelaient les noirs boy, parce que c'était pour les mettre en dessous de man. Et du coup, c'est ultra violent. C'est d'autant plus violent quand tu sais que le gars joue la comédie et fait exprès de le mettre mal à l'aise en utilisant ce mot dans ce contexte-là. Et pour donner un exemple, et je suis obligé d'être ultra violent, c'est exactement comme si quelqu'un... On prend le même film en France, c'est exactement comme si quelqu'un qui est français issu de l'immigration algérienne va chez ses beaux-parents et tu fais le marché avec ton beau-père et ton beau-père il va forcément vouloir parler de melon parce que le fait de l'évoquer volontairement c'est ultra violent en fait. Il y a pas d'excuse en fait à pas tu vois ce que je veux dire? C'est ultra violent de mettre ce mot dans une conversation, d'utiliser boy. Et il y a un écho qui est fait dans le film, c'est le moment où il y a son pote qui travaille à la TSA qui va se plaindre à la police. Le premier truc qu'il dit, c'est « Oh, I lost my boy ». Et donc la flic, elle lui répond « Ah, vous avez perdu votre fils ». Non, c'est pas mon fils, c'est mon boy, c'est mon pote. Parce que moi je suis noir, lui il est noir, donc c'est acceptable de l'appeler mon boy, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi cette subtilité-là de rappel de est-ce que dans quel cas tu peux utiliser un mot ou pas et dans quel cas c'est raciste. Clairement, oui. Et c'est ça. Le gros clin d'œil au mot violence, quoi. La violence. Au mot nigga, quoi. C'est, en gros, c'est le clin d'œil de moi je peux utiliser cette expression parce que mon pote est noir, mais toi, fais gaffe, quoi. Et en fait, je t'assure que déjà le personnage du beau-père est ultra antipathique et quand moi. Pas parce que c'est un truc que j'ai pu étudier. La première fois où je l'ai entendu dire ça, c'est choquant, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a un truc nocif chez ce personnage. Le fait parce que c'est autrement plus violent du truc de Tiger Woods, en fait. Parce que le truc de Tiger Woods, c'est un truc de société. Tu vois ce que je veux dire? De racisme non assumé. Mais c'est un degré de violence encore supplémentaire, donc pour ajouter tous les degrés du film, tu vois. C'est difficile parce que tu pourrais aussi dire c'est le gars qui veut tellement plaire et qui veut tellement l'assimiler en tant que fils qui pourrait très bien dire ça aussi quoi qu'il arrive. Cela dit, et c'est là où t'as ultra raison. Sauf qu'il joue la comédie. Voilà, et c'est là, par il exemple, joue la comédie, c'est ça qui est violent. De ça, quand tu sais qu'il a fait ça pour 15 autres personnes, tu sens qu'il y a
oui, effectivement, comme tu dis, de la volonté de violence. Et C'est-à-dire ça- qu'en et- fait, je vais dire ça exprès. Ouais. Et juste pour revenir au truc qui est ce jeu de comédie qui est la violence ultime du film, parce qu'on est dans un cas où ces gens sont des chasseurs qui attirent des proies dans un endroit, ok ? Alors, il n'y a aucune raison qui fait qu'ils pourraient pas le mettre à l'aise, ils pourraient être sympas avec lui, tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a une espèce de plaisir sadique à jouer la comédie pour le mettre mal à l'aise. Tout à fait. C'est ça qui est horrible. Oui. Et c'est ça la violence ultime du film quand il réfléchit. C'est vrai, c'est vrai. Et avec le truc, c'est vrai que tous les éléments, ce type qui fait exprès de le frôler quand il fait sa course du soir, juste pour lui foutre les jetons ou ces choses comme ça. Ouais. Il faut le ramener à sa condition qu'il est inférieur. Le petit sadisme en fait. Mais Et donc pour rebondir, juste pour terminer sur ce que tu disais de ce film qui est doublé, la perte de sens dans le film quand tu perds la langue originale, c'est extrême terrible. quoi. Là c'est plus traduit, voilà, pour vous dire comment la traduction est en français. That's my boy, c'est mon poteau. Alors c'est mon poteau. Et quand il est au commissariat et que donc le pote dit j'ai perdu Chris, il dit j'ai perdu mon petit Chris. Ah ouais. Alors voilà, donc ça n'a rien à voir et c'est pas du tout la lecture que vous en avez fait en anglais et donc nous on est plutôt sur ces personnages, donc les parents ont envie de mettre à l'aise ce mec mais ils sont extrêmement maladroits. Mais on sent pas qu'il y a aussi clairement. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a s'il dit mon petit poteau, c'est quand même qu'il y a une volonté d'associer une façon de parler à une communauté aussi d'une certaine façon. Oui, après je pense que c'est une traduction ratée pour ça. Enfin, mon petit poteau, voilà. Mais c'est assez intéressant parce que c'est un truc qui n'existe pas en France. En France, tu veux, il y a des immigrés, donc ils viennent avec une culture. Enfin, il y en a aussi aux États-Unis, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là-bas aux États-Unis, les Noirs américains, donc ceux qui par contre genre sont les descendants d'esclaves, là, je sais pas, d'un Sénégalais qui est parti à New York, effectivement, il y a une culture qui s'est créée, mais comme tu disais, en absorbant et en voulant aussi se scinder. Donc c'est vrai que, et c'est pour ça que c'est ultra difficile à traduire en français. Et puis même, imagine nous, parce qu'on comprend, c'est pas possible. Mais on comprend That Boy ou des trucs comme ça. On comprend qu'il y a une polysémie de ça. Mais quelqu'un qui comprend pas l'anglais, c'est vrai que oui, forcément, il y aura des trucs. Quoi. Mais t'es tout à fait autorisé à utiliser cette expression. Moi, si je te parle et que je te dis That Boy, il y a rien qui se passe, quoi. Tu vois, c'est juste si tu l'utilises avec quelqu'un qui est noir. C'est ça le problème. C'est que avec qui tu vois. Et je voulais rebondir sur ça parce que c'est un peu le prolongement de ce sujet, mais parler de comment le film en fait développe le malaise social. Et c'est pour ça que en fait si je dois le rapprocher d'un film, ça m'a fait penser à Funny Games de Haneke, où dans ce film-là, la véritable horreur en fait ça sort de personnages en fait qui viennent briser certaines conventions sociales de manière étrange quoi, et ça crée un malaise qui va se transformer petit à petit en horreur, et c'est ce que fait le film ici aussi, c'est-à-dire il parle de ces petits malaises sociaux, de ces moments en fait où on brise des conventions sociales pour mettre quelqu'un mal à l'aise par exemple, etc. et l'horreur vient de ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose en commun. D'ailleurs aussi ça parlait d'un même milieu social, Funny Games et celui-là, même si Funny Games ne parlait pas de rapports raciaux, mais il y avait quelque chose de commun. Et je pense que c'est un territoire que le film d'horreur exploite malheureusement trop peu, parce que je pense vraiment que ça crée une horreur particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ce malaise-là, je l'ai pas ressenti dans beaucoup de films, je dois avouer. C'est pour ça que j'ai pensé à Funny Games, parce qu'il y en a peu. Et en fait, je suis juste content parce que encore Funny Games, c'est un film d'horreur aussi, qui suit des codes aussi, mais c'est clairement beaucoup plus un film d'arrêt d'essai, tu vois, qui se veut comme un film un petit peu. Et tandis que ce film-là reprend cette même chose, mais essaie vraiment de l'amener à un public plus large, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu en fait. D'ailleurs, juste si on est dans les influences, grosse influence à mon avis, hein. Il y a du Carpenter dans ce qu'il fait en fait, tu vois, on sent trop la fin des années 70, début 80. Moi je vois They Live, tu vois, Invasion Los Angeles. Ce que moi ce film c'est ce que Invasion Los Angeles était pour les pauvres, ce film c'est pour les noirs en fait.
C'est un peu la même genre. Voilà, en gros, les critiques du monde moderne de ce qui se passe, sauf que là, la difficulté était vraiment plus grande à faire pour ce film-là, tu vois. Savoir traiter de ce sujet comme ça, je trouve qu'il a été bon. Assez peu, mais après, comme tu le soulignes aussi, c'est Invasion Los Angeles, c'est aussi un film d'horreur rare dans le sens où il aborde des sujets qui sont généralement pas du tout abordés par le cinéma d'horreur, quoi. Ou même, d'ailleurs, tu sais, le générique du début avec l'écriture bleue sur on pense à Halloween un peu parce que tu sais, on est dans un suburbs et tout ça. Il y a ça, il y a la paranoïa de The Thing. Pour moi, il y a un truc et c'est sûr, hein, c'est-à-dire que c'est sûr. Enfin, je sais qu'ils aimaient bien faire ça dans leurs sketchs, dans les trucs de vieux films d'horreur à base de puppets, tu sais, ou de choses comme ça. Donc je sais que ils aiment bien ça, mais là encore une fois, le mec sait sait utiliser les anciens codes. Et en fait, c'est marrant ce que tu dis. C'est un film pour nous parce que moi j'ai un collègue prof de français qui est français, qui est noir d'origine camerounaise et qui m'expliquait un truc et qui lui vit la situation que vit Chris au début quand il est contrôlé par ce policier. Et du coup, là où ça rejoint ce qui se passe dans le film, c'est que lui me justifiait son détachement par rapport à ça parce qu'il me disait que voilà, lui, il se faisait souvent contrôler par la police en France et que du coup, il avait choisi et il m'expliquait que c'était la meilleure attitude à avoir. Ouais. La meilleure attitude à avoir, c'est de faire croire, et c'est pour ça que le fait qu'il y a une part de comédie un peu méta, un peu mise en abîme dans le film, ça rejoint ce que je te dis, parce que lui, ce qu'il m'expliquait en tant que gars qui sait que le flic qui le contrôle, il y a peut-être un côté raciste, mais lui, le fait qu'il décide de jouer la comédie du gars qui est cool, c'est quelque part une part de victoire, en fait. C'est de faire croire, en fait, que le flic a gagné en étant raciste, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ce même gars me racontait un truc trop bien, et c'est un truc que j'ai lu dans une critique ce matin en pensant au film, c'est que il me disait dans une conversation qu'on avait sur les films d'horreur que et je l'ai vu et apparemment c'est une blague dans la communauté de stand-up noir aussi, c'est de dire que de toute façon les noirs la communauté noire américaine ne s'identifie pas aux personnages de films d'horreur américains, parce que la blague c'est de dire, alors c'est ce que me dit mon pote, moi par rapport au fait que je suis noir, en fait, j'ai trop eu de problèmes, en fait, j'ai expérimenté trop de soucis pour aller me faire chier dans une maison où il y a un film d'horreur. Clairement. Donc en fait, c'est ce que donc tous les films d'horreur qu'on présente jusqu'à présent, ils ne sont pas pour moi, c'est pas moi, tu vois. Et ce que je lisais dans l'article ce matin, c'est qu'apparemment cette vanne est aussi véhiculée dans le stand-up communautaire noir américain en disant les films d'horreur noirs, avec des acteurs noirs, c'est des quotas, c'est pas nous, c'est pas pour nous, en fait. On n'y va pas, on n'irait pas en réalité, tu sais ce que je veux dire. Donc, je trouve qu'il y avait un truc assez marrant aussi de jouer avec ça. Mais Jordan Peele lui-même s'est prononcé là-dessus. Il a dit, ah oui? Oui, il a dit Poltergeist, ça n'aurait duré que 7 minutes avec des noirs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la gosse, elle est happée par la télé, terminé. Tout le monde sort de cette maison. Et si tu veux, du coup, c'est trop marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai que c'est comme ça. Et juste pour... merde, j'avais un point sur justement ce que tu disais, cette micro-agression, comme ils disent, ou plutôt cette peur au final de l'autorité du flic qui va te contrôler, etc. Comme je t'en parlais tout à l'heure, là, j'ai 2 exemples dans les séries télé qui discutent de ça. Et il y a la série qui s'appelle Blackish, et où il y a eu un épisode où en gros il y a eu cette discussion du père avec ses enfants de dire oui, si tu te fais contrôler, je crois c'était après le meurtre d'un jeune noir quelque part, tu sais, genre en Floride ou un truc comme ça. Enfin, il y en a toutes les 2 semaines, donc voilà. Et qui disait voilà, si tu te fais contrôler, effectivement, tu ne fais pas de gestes brusques, et voir ça dans une série comique à un moment sérieux, c'est quand même très fort, c'est assez émouvant. Et je te parlais tout à l'heure de Brooklyn Nine-Nine, où là c'est l'épisode de cette semaine, où voilà un personnage noir qui est donc flic, parce que dans cette série ça se passe dans un commissariat, où ce flic qui était en civil se fait plus ou moins malmener par un flic donc qui était en service, et la question c'est vais-je porter plainte contre lui parce que les flics qui portent plainte contre d'autres flics sont mal vus, ou enfin bon bref, il y a une espèce de dilemme comme ça qui est plutôt après bien traité selon les personnages de cette série, mais c'est assez
fort de se dire qu'en fait, ces problèmes sociétaux de racisme sont traités par des comédies, quoi. Et par des comédies / films d'horreur, plus que par... Enfin, ou en tout cas, pour moi, sont presque mieux traités, parce que du coup, l'impact est plus fort. Quand on te dit on est censé te faire rire ou te faire peur, mais en même temps on t'en parle, c'est que quand même c'est grave, quoi. Au lieu d'en faire un drame très straightforward, très basique là-dessus, que de toute façon tu ne verrais pas parce que ça ne ferait pas 200 millions de dollars d'entrée, tu vois. Enfin, je parle d'un point de vue statistique. Après, comme on l'a déjà dit du film d'horreur et aussi de la comédie, moi je pense pas que ce soit un sous-moyen de parler de quelque chose, quoi. C'est vraiment... Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de force pour pouvoir parler de problèmes comme ça, justement. Mais ce que je veux dire, c'est que versus d'autres qui n'en parlent pas, en fait. C'est surtout ça. Tu vois, oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, je suis d'accord. La comédie a tout à fait sa place. Moi, j'ai pas vu cet épisode-là de Black Mirror où il y a l'acteur principal, le personnage de Chris, et... Ouais, j'ai été bluffée par tous. Encore une fois, j'y allais vraiment très très vierge, quoi, à voir ce film. Donc j'y ai cru, j'ai vu les codes au moment où ils arrivaient, mais il y avait une autre partie de moi qui voulait y croire à 100%, qui voulait croire à la sincérité de cette fille Rose, qui est juste incroyable, mais vraiment. Et du coup, j'étais, voilà, à fond. Les personnages secondaires sont tous extraordinaires. Encore une fois, j'ai eu, à mon avis, 50% de ce que vous avez vu vous, simplement parce que, voilà, j'étais en doublé français. Mais voilà, ce que je me dis là, à la fin de cette fin de séance, c'est que j'ai juste trop envie de le revoir en VO et vraiment trop envie de le revoir, vraiment. Et là où je vois aussi que Jordan Peele c'est un vrai bon directeur d'acteur, c'est que au-delà de cette question de dialecte, il y a un autre travail sur la voix que je trouve assez génial. C'est cette manière dont il va demander à plusieurs reprises aux comédiens en fait de séparer le corps et la voix, c'est-à-dire que le corps va jouer quelque chose et la voix va jouer quelque chose de différent. Et on l'a à plusieurs moments. On a notamment Georgina, une servante noire qui a en fait le cerveau de la grand-mère de la famille dans la tête, mais à un moment donné elle essaie de parler au personnage principal, et en fait dans ce qu'elle dit il y a quelque chose de très calme et de très posé, et pendant ce temps il y a son corps qui est en train de pleurer et d'essayer de partir. Et il le fait pas qu'avec eux, c'est-à-dire que même Alison Williams a une scène comme ça. À un moment donné, elle est au téléphone avec le mec de la sécurité des aéroports, l'ami de Chris, et en fait si t'écoutes que la voix, elle joue super bien la fille paniquée qui apprend que son petit ami a disparu, mais vraiment avec énormément d'empathie dans la voix. Comme truc et voir, d'abord on n'entend que sa voix par le téléphone, et puis après il coupe et on voit le visage d'Alison Williams qui continue à parler de cette manière, mais à avoir le visage d'un mannequin de cire, quoi. Elle bouge pas d'un iota et elle fait ça, et c'est extrêmement creepy, quoi. T'as quelque chose qui se développe de ça, et c'est là que je vois que si tu veux c'est un vrai bon réalisateur, parce que pour avoir cette cohérence de jeu à travers tous ces personnages, il y a eu un vrai travail sur ça qui a été fait, quoi, et qui est un vrai travail de fond et qui a été extrêmement bien réussi, je trouve, quoi. C'est et ça c'est d'autant plus flippant, vraiment. D'ailleurs, j'aimerais dire aussi, j'ai beaucoup aimé la musique et le mixage son du film, parce que je trouvais que c'était, je trouvais qu'effectivement le travail sur le son était ouf, quoi. Qu'il y avait tout ce qu'il fallait, de petits bruits. On n'a pas tant de jumpscares, on en a au début, mais ça laisse vite place à, comme on l'a dit, un peu plus une angoisse. Mais tout était vraiment bien servi en termes de visionnage pur, quoi, de technique, en gros. J'irais même au-delà de ça en disant que moi c'est un genre pour lequel je suis très client. Je vois beaucoup de films d'horreur et j'ai quand même une recherche un petit peu de sensation. Et moi j'ai peur, quoi. Quand la première fois, quand il sort une cigarette et que le gars lui court dessus depuis l'obscurité, il y a une espèce de travelling compensé où en fait moi j'ai peur, en fait je me dis putain il va me rentrer dedans, c'est horrible. Et il y a aussi la première scène c'est ultra stéréotypé, mais le gars quand il sort de l'ombre, t'as peur, tu l'as pas vu arriver, quoi. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en plus il essaie pas du tout
de rendre ça plus dérangeant par des effets faciles. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est vraiment un film d'ambiance, tu vois, qui se développe et il va surtout exprimer le malaise avec le rythme, par exemple, en posant des silences gênants dans les conversations, tu vois, en posant ces choses-là, ou avec le jeu des acteurs, justement, comme on avait dit, en séparant la voix et le corps, il y a quelque chose de très très gênant qui va se développer. Mais par contre, quand tu regardes l'imagerie, on a l'impression que on est dans une brochure d'une agence immobilière pour aller en banlieue. Tout est toujours éclairé par un soleil de midi, tu vois, qui éclaire tout de cette manière parfaite. Il va pas essayer de faire des effets de lumière, tu vois, faciles comme ça, qui vont. Les seuls effets de lumière qu'il va faire, c'est au moment où il va dans le sous-sol de cette maison où il y a cet hôpital clandestin qui transfère les cerveaux de blanc dans les corps des noirs. Oui. Et là, il reprend une lumière, et c'est assumé, il reprend une lumière de film de genre. Il stylise le truc d'horreur, quoi. Ouais, il est là. Mais en fait. Tout ça pour dire à quel point, en fait, ce que j'ai trouvé ahurissant et ahurissant pour un premier film, c'est que j'ai vraiment vu un cinéaste qui avait un truc pensé, quoi, et pensé jusqu'au bout, quoi. Il y a quelque chose que... Et je suis convaincu que la deuxième vision sera jouissive, et je prépare déjà ma deuxième vision, et je voudrais revenir au personnage de la petite copine parfaite, la femme magnifique, qui voilà, et la violence aussi. C'est dans son espèce de côté obsessif et obstiné à entretenir le rôle parfait. Tu vois, par exemple, elle va dire, ça fait 5 mois qu'on est ensemble, ça fait 5 mois qu'elle joue la comédie 24 heures sur 24. Ça fait 5 mois. C'est une pure sociopathe. Et c'est pour ça que ce film est génial. Ce film est génial parce qu'il y a aussi le degré de volonté à faire un décor, par exemple, un setting. Quand tu les vois au début dans leur appartement, en fait, elle joue la petite amie idyllique un peu, elle est avec le chat, on dirait une couverture pour un magazine Ikea, en fait, c'est. Et est-ce que cette volonté à faire un truc de catalogue de magazine, ça renforce pas le côté fake du jeu? Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc à tous les niveaux qui est très riche. Et j'ai hâte de revoir ce film pour entendre les dialogues de la petite copine, pour voir tous les détails qu'elle dit sur leur relation. Tu sais, ça se trouve, on a oublié qu'elle a dit on est parti en voyage 1 mois pour solidifier la confiance. Tu vois, c'est ultra chaud. Mais tous les trucs, leur théâtre, il est super bien fait. C'est-à-dire qu'on imagine bien comment ça se reproduit. C'est-à-dire au moment où il y a cette réunion avec leurs amis, où on se rend compte qu'après c'est juste pour présenter en fait le type qu'ils vont vendre aux enchères. Tu vois, on présente le produit. Et tout ce qui se disait, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une vieille femme de banlieue un peu dégueulasse avec son foulard Hermès et son parfum Chanel, tu sais, qui va tâter le biceps le biceps du type, et qui se tourne vers Alison Williams et qui dit c'est vrai ce qu'on dit, que c'est mieux avec des noirs. Et il y a toutes ces choses où on imagine chacun a leur raison de venir pour acheter ce type, tu sais. Mieux que ça, parce que dans la même scène, elle se retourne vers son mari qui a une assistance respiratoire et qui lui dit c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Genre, est-ce qu'on devrait pas le prendre pour que on mette ton cerveau dedans? Et d'ailleurs, moi pareil, ça va être Alison Williams pour le deuxième visionnage, et puis surtout les grands-parents, enfin les Georgina et Walter, je sais pas, qui maintenant je vais revoir le film en me disant ok, en fait ce sont les grands-parents. Ok, maintenant regarde le film. Et je pense qu'il va y avoir des petites et la violence, la violence du fils aussi, hein, le fils qui joue à table, hein, avec les parents qui disent allez, arrête de l'embêter, alors qu'il veut se battre. C'est la violence. C'est le premier à faire le vrai dérapage. D'abord, on a des conventions qui sont un petit peu mises à mal, mais par ce qu'on pourrait appeler presque du racisme mignon de parents qui essaient de bien faire. Tu vois ce que je veux dire? Le frère, il dit la première chose, il lui dit en fait, tu devrais faire du sport parce qu'avec ton matériel génétique, en fait, tu pourrais être très puissant, tu sais. Et c'est le premier truc où tu te dis ah là, ça commence à aller un peu loin quand même. Et en plus, c'est le gros clin d'œil à base de genre comment ça s'appelle, Django. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il se dit non mais j'aimerais bien en avoir un moi-même pour aller faire du MMA, tu vois. Et il y a la violence dans le même esprit où à un moment t'as une espèce de meuf un petit peu qui est censée incarner une espèce de cougar qui vient un petit peu le tâter un petit peu comme à l'époque de l'esclavage où en fait il y avait un côté fétichiste en fait, tu vois, c'est de ça que tu parlais, et ça rejoint aussi de la même façon tout ce truc qui est d'une violence absolue, où à l'époque où on cultivait l'idée à l'époque de l'esclavage que les noirs avaient des cerveaux plus petits que les blancs, quoi. Ça rejoint l'idée de toucher leur cerveau. Enfin, c'est vraiment une violence exacerbée à tous les degrés, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est un film exceptionnel. Bon, bah écoutez, je pense que on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Est-ce que vous voulez terminer par une petite
Une petite session film en vrac, si vous aviez vu des trucs dernièrement dont vous voulez parler, tout court, point final. Je crois que j'ai pas vu de choses spéciales chez moi, seul depuis Sherlock Holmes, dont j'en avais parlé la dernière fois. Alors moi personnellement, j'ai craqué récemment et je me suis abonné à Netflix. Et donc j'ai regardé. Alors je dois avouer que je suis très déçu par leur catalogue de films classiques. Oui, c'est clair. Ils en ont de moins en moins. Qui est très peu nombreux, mais ça m'a permis quand même de revoir quelques trucs, et notamment j'ai revu Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, et ça m'a fait réaliser une chose, c'est-à-dire que je dois avouer que ça fait un petit moment que j'avais pas vu les Kubrick, parce que c'est généralement le truc que tu découvres à l'adolescence, tu t'en empiffres jusqu'à l'overdose, ouais. et après il y a un temps, donc là je suis revenu vers Eyes Wide Shut, et c'est vrai que quand on parle, tu vois, du style Kubrick, on parle généralement énormément de son talent visuel, de la manière qu'il a, tu vois, d'organiser ses images, d'organiser ses plans, de créer des durées, même ce genre de choses là, et on parle moins de la manière qu'il a de diriger les acteurs, et je pense que Eyes Wide Shut c'est l'exemple parfait de ça, parce que c'est un film où il y a énormément de scènes qui sur le papier sont extrêmement anodines, mais où il rajoute un malaise ahurissant, et où il rajoute des couches assez géniales dans la manière dont les acteurs jouent. Et il y a juste une scène dont je me souviens et que j'ai envie d'évoquer ici. C'est à un moment donné, Tom Cruise va parler au réceptionniste d'un hôtel pour savoir où est passé un de ses amis. Et grosso modo, le réceptionniste lui dit, en fait, il y a des types un peu baraqués qui sont venus et qui l'ont amené dehors. Okay. C'est tout. La scène ne dit que ça. Mais dans les faits, la scène dure 4 minutes, et le réceptionniste de l'hôtel est homosexuel et arrête pas d'essayer de draguer Tom Cruise. Et la scène est ahurissante. Et en fait, dans chaque scène, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que dans ce film, le véritable focus de Kubrick, c'était d'essayer dans chaque scène de développer quelque chose qui était à l'opposé de ce que racontait la scène sur le papier. Et voilà. Et juste pour rappeler que, ouais, en fait, Kubrick était génial à tous les niveaux, quoi. Il y a quelque chose de... Arnaud nous apprend que Stanley Kubrick, c'est pas mal. Merci. Donc, si vous découvrez, c'est un petit auteur que j'aime bien et que j'avais envie de mettre en avant avec ce podcast, il le mérite. Cela dit, ouais, ça me donne envie de le revoir. J'ai toujours chez moi le compendium de Blu-ray d'une très belle édition. Enfin, je suis Baudor qu'elle est très belle cette édition de la Fnac, parce qu'elle est encore sous blister, mais où il y a quasiment tous ces films. Et Eyes Wide Shut, il faudrait que je me le refasse, parce que je crois que c'est celui que j'ai vu le moins. Et alors, truc étrange aussi, tous les Kubrick à partir des années 70 ont été tournés à la fois en 16/9 et en 4/3. Ouais. Parce que il voulait pas que le film perde quand il passe à la télévision. Ouais. Et donc il pensait le film aux deux formats en même temps. Et je dois avouer que tous ces films que j'ai vus plusieurs fois, j'avais l'habitude de les avoir vus en 4/3, parce que c'était les éditions qui existaient à l'époque, et les images c'était un peu enregistré dans mon cerveau en 4/3, et là il était en 16/9, c'est-à-dire la version cinéma, et j'ai eu un petit malaise d'adaptation, parce que j'avais le format 4/3 qui me revenait. Et voilà, tout ça pour dire, j'aimerais bien que Netflix donne le choix de pouvoir avoir les deux formats, parce que je les aurais bien revus en 4/3 en fait. Tiens, c'est intéressant ça. Bon, après, mais c'était pas Dolan d'ailleurs qui s'était plaint que Mommy avait été coupé. Il y avait pas une histoire comme ça avec Netflix? Ah bon? Si. Mais il y a Mommy sur Netflix? En fait, je me rappelle d'une histoire où Nolan s'était plaint parce qu'ils avaient tronqué, c'est-à-dire que tu voyais Mommy, tu perdais de l'image, quoi. Ils avaient zoomé le 4/3 pour que ça se fasse un 16/9. Attends, tu veux dire dans ça? Ah ouais, putain. Mais attends, c'est trop important, parce qu'il y a une scène dedans où justement... Il y avait une question de format, et il me semble en fait que dans cette édition-là, il n'y avait pas les changements de format en fait qu'il y avait dans le film. Les deux changements qui sont super importants. Voilà, oui, c'est clair. Attends, mais du coup, c'est qui a pris la décision? C'est genre sa prod en fait Ben c'est pas Dolan en tout cas, apparemment. Ouais, bah, j'imagine, attends. Et c'est trop important. Quand t'es au cinéma en plus, tu sais, t'as l'impression de respirer, qui commence à skater, quoi, et tout ça. Ouais, moi, enfin là, tu vois, là je me serais énervé, c'est sûr. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'est-ce qu'il devrait faire Dolan, mais je me serais énervé. Ouais. C'est-à-dire que Netflix avait d'abord présenté Mommy dans son format carré normal, tel que l'avait tourné Dolan, mais sans tenir compte, ce que tu disais, de l'élargissement temporaire du cadre au format 1.85, où ils avaient enlevé, voilà. C'est ça qui s'est passé.
Et là, t'imagines le stagiaire qui a pas vu le film Oui. et qui a dit c'est ce ouais. format-là et hop. Ouais. Il a cliqué 2 fois, il a cliqué à 2 minutes, 14 minutes, il a fait bon, c'est 54 tiers partout, c'est bon, y a pas de souci. Émilie, peut-être des films que tu as vus dernièrement, peu importe lesquels, mais voilà, juste, même si c'est un vieux truc. Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est un film pas bien, c'est un film français, donc voilà, je voulais vous le dire. Ça s'appelle Ouvert la nuit, c'est un film de par et avec Edouard Baird. Pas de commentaire particulier, mais voilà. Qu'est-ce qui est pas bien dedans, à part tout? Qu'est-ce qui est pas En fait, c'est une espèce. Edouard Baird s'est construit sa symphonie pour lui, en son honneur, pour son humour, sa délicatesse, sa générosité. Donc, c'est un film imbitable, mais vraiment super chiant, mal joué, juste. Voilà. Voilà. Dommage, quoi. Vraiment. Mais il y a rien à en tirer. Ah putain, carrément. Bon, bah très bien. Écoute, c'est... Bah du coup, merci d'avoir perdu du temps pour tous ceux qui nous écoutent, quoi. Jean-Yves, t'as vu des trucs, toi, peut-être Ouais. un shout-out de quelque chose? Quelques films, je vais aller très vite parce que j'en ai 2 ou 3. Donc du coup, le premier, c'est que je suis enfin à jour et ça correspond aux sorties Blu-ray du mois puisque j'ai enfin vu Rogue One, A Star Wars Story, que j'ai plutôt relativement détesté et je suis à 2 doigts. J'en profite en fait pour c'était un prétexte génial pour pousser mon coup de gueule contre Disney. Je suis à 2 doigts de boycotter les produits Disney jusqu'à la fin des temps parce que j'ai invité ma femme à aller à Disneyland samedi. La moitié des manèges étaient en panne et je suis pas sûr de me faire rembourser mon billet en fait. Et en fait, donc du coup, j'étais à Disney et le seul truc qu'il y avait à faire, c'était d'acheter des souvenirs dans les boutiques en fait. Donc voilà. Donc je suis à 2 doigts, donc j'en profite juste, c'est pour dire Star Wars c'est pas bien, Disney c'est de la merde, voilà. Voilà. Et du coup, les 2 films que j'ai adorés, toujours pareil, ça correspond aux sorties VOD, j'ai adoré Patterson de Jim Jarmusch. Donc je me suis mis à jour parce que voilà, c'est un film, de par le fait que c'est un film qui parle d'un gars qui est poète et qui s'appelle Patterson et qui vit dans une ville qui s'appelle Patterson. Il y a tout un côté ultra réfléchi sur la façon de raconter l'histoire, la façon de tourner en rond comme ça, de te demander à quel moment tu te déclares artiste, etc. Donc c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré aussi Baccalauréat, que j'ai vu parce qu'il est sorti en VOD et que je pense légitimement que j'aurais pu le mettre dans mon top 10 2016 si je l'avais vu parce qu'il est génial dans sa façon d'aborder le thème qu'il raconte. Yann l'avait mis dans son top 10. Je ouais, et en fait, juste pour dire que je sais pas si tu l'avais déjà dit, mais moi ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que tu sais, c'est un sujet qui traite de la corruption à l'échelle locale et que la façon magique que la mise en scène et le jeu d'acteur et le scénario fait passer ce sujet de façon très subtile dans les dialogues entre les personnages, où en fait tu apprends en fait le sujet par rapport aux histoires que les personnages se racontent entre eux, et j'ai trouvé ça d'une subtilité et d'une finesse où c'est pas tombé dans le piège lourdingue en fait de t'expliquer ce phénomène comme un truc pesant, et c'est fait très subtilement, et je trouve ça vraiment génial. Et ce que j'adore, c'est cet aveuglement des personnages, c'est-à-dire ils arrêtent pas de se plaindre de la Roumanie contemporaine et de dire de toute façon maintenant tout est pourri ici, ça sert à rien de rester, ta fille fait bien de partir, etc., etc. Et dans le même souffle, juste après, ils disent ah oui, au fait, j'ai mon beau-frère là qui a besoin d'un permis de construire, tu crois que tu pourrais pas essayer de me l'avoir? Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est eux en prenant part à ce système de corruption qui mettent en place en fait ce pays qu'ils détestent, quoi. Et c'est et il y avait ce truc aussi trop bien que tu me racontais où il y a le patient à 2 doigts d'être opéré par son médecin qui lui donne, tu sais, le pot de vin et il accepte pas, qui lui dit non mais acceptez mon pot de vin, je me sentirai mieux. Non, c'est vraiment une super surprise. Et juste un dernier truc, j'ai vu un film italien, enfin je crois franco-italien de 2015 qui s'appelle Subura et que j'ai bien aimé. Je passais un bon moment, voilà. Ça parle de bon quoi? petit film. Subura? Alors je sais pas comment on prononce en italien, peut-être Subura, mais c'est peut-être film noir de gangsters. C'est une guerre de clans de gangsters au syndrome. En fait, c'est l'histoire d'un homme politique qui est pris en fait. Il y a une paix entre les clans mafieux de Rome qui est assez fragile. Et cette paix est mise à mal par un espèce de. En fait, cette paix est tenue par un homme politique au milieu de tout ça, qui sur fond de corruption, il y a un événement qui déclenche une guerre et c'est assez sympa. Ça, j'ai passé un très bon moment. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu.
Non. Bon, apparemment c'est une production franco-italienne, donc c'est tourné en Italie avec des acteurs italiens plutôt connus. D'ailleurs, c'est un gars qui joue dans Romanzo Criminal, qui joue le Libanais dans Romanzo Criminal. Voilà. Et donc lui il joue le rôle de ce politicien en fait qui est pris en tenaille en fait dans ce truc sur fond de fraude, de corruption, des politiciens qui sont pris dans la tenaille de cette paix entre les clans. Et c'était vraiment sympa. C'est pas fou, mais c'est un bon petit film. Voilà, un bon petit film. Je vais terminer. Alors, en fait, je vais parler que d'un seul film. Ça va être Grizzly Man de Werner Herzog, que j'avais déjà vu et je sais pas pourquoi. Je pense qu'il traînait là. Je voulais le regarder. Je crois que j'écoutais un podcast où quelqu'un en reparlait. J'avais envie de le revoir parce que la première fois que je l'avais vu, forcément. Alors, pour dire, c'est un documentaire qui parle d'un écologiste un petit peu bizarre qui, en gros, passait son temps dans un endroit avec des ours. La première fois que je l'ai vu, c'était plutôt en mode un peu dramatique, etc. Mais en fait, je me suis dit, il y a une comédie quand même dedans. Tu vois, c'est plus drôle qu'on le croit. Bien sûr, par contre, autant vous le dire, c'est un documentaire qui finit par la mort de ce gars-là. Donc quelque part, ça devrait quand même être dramatique, mais tu te rends compte qu'au final, il était quand même pris pour un con par tout le monde en fait autour de là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu ne vas pas là où sont les grizzlies, puisqu'il a été effectivement mangé par des ours. Voilà, je tenais à dire ça parce que j'adore les documentaires de Werner Herzog et celui-là il était particulièrement très bon. Et aussi deux petits trucs, c'est plutôt des séries. Je voulais juste dire, regardez la saison 2 de 10% sur France 2. Donc c'est tellement rare d'avoir une bonne série sur France Télévisions. Il faut le souligner. Ouais. On est à l'épisode 4, mais voilà, il faut regarder ça. Et aussi une série que je viens de découvrir qui s'appelle Kingdom avec Franck Grillo, qui est une série qui traite des combattants de MMA, justement, pour rester dans le petit frère de la famille de Get Out, et qui, je trouve, est plutôt très bien faite. Donc voilà, et je viens de découvrir ça, il y a 2 saisons, donc je suis assez heureux de binge-watcher ça en ce moment. Donc voilà, j'en parlerai probablement plus dans un fin de série. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Juste pour en profiter, je fais un tout petit pont express parce que j'avais juste un dernier truc à dire sur, tu sais, le truc des Grizzlies. Ça m'a fait penser qu'une des lines les plus violentes dans Get Out, c'est le beau-père qui fait une allusion aux élans ou aux deers qui sont une nuisance et que c'est de la vermine. Ah oui. Et en fait, on pourrait croire que c'est pas vrai. Et en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que les élans sont une vraie nuisance dans certaines parties des États-Unis. Et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une vérité. Et il utilise une vérité pour faire croire que c'est extrapolé. Enfin voilà, c'était rigolo. Ouais, c'est parce que c'est surtout, tu sais, le discours ultra raciste de certaines personnes qui disent oui, moi quand je vois des noirs morts sur le bas-côté, je me dis un de moins, tu vois. Et le fait que ce soit quelqu'un qui dit ça à propos d'un, même s'il a raison, tu sais, on sait qu'on regarde un film qui va te mettre mal à l'aise dès le début, donc c'est assez drôle. Voilà, terminé. Je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde, hein. Voilà. Bisous à tous. Merci beaucoup, Émilie. Venue en première, on a payé quand même ta venue en première classe depuis Rome pour faire ce podcast. Donc merci à tous et à la prochaine. Allez, bisous. Bisous, ciao. Salut.